Bonjour à tout le monde. Donc, merci d'être présent aujourd'hui à ce webinaire, hein. Donc, on va vous parler du low-code, no-code appliqué à l'automatisation des tests. Donc, pour me présenter, je suis Abderrazak Damani, directeur du pôle conseil et formation de Kest IT. Et je laisse la main à Olivier Félix qui nous accompagne. Bonjour à tous, Olivier Félix, je fais partie de l'équipe avant-vente, chez Microfocus. Sans plus attendre, donc le low-code, le no-code. Donc, pour illustrer un petit peu ce que ça apporte, hein, le low-code, traduit du français, c'est peu de code. Ça a pour objectif de faciliter le développement d'applications à destination des entreprises qui ne possèdent pas ou très peu de compétences techniques. L'exemple le plus représentatif, à ce jour, c'est la plateforme low-code, la plus connue en France, Word, pour réaliser des sites web assez rapidement. Le no-code, sa traduction, c'est pas de code. C'est un outil qui permet de développer des applications sans requérir des compétences techniques en développement. Ça permet à chacun de créer des applications sur la base de blocs réutilisables et des outils très développés. Ce qu'il faut retenir, la différence du low-code et no-code, c'est que finalement, le low-code et no-code sont très souvent associés, car ça répond à la même finalité, permettre de faciliter le développement des applications à des entreprises ou des particuliers qui ont très peu de compétences en programmation informatique. Quelques chiffres pour illustrer l'usage du no-code et du low-code dans les entreprises. Le plus illustratif, c'est 70% du rapport de Gartner. D'ici 2025, 70% des nouvelles applications seront développées par des entreprises qui utiliseront des technologies low-code ou no-code, contre moins de 25% en 2020. Ce chiffre est important et il est en relation avec le chiffre, finalement, de la pénurie des compétences techniques et des développeurs d'un point de vue mondial, avec l'étude US Labor, qui estime qu'on va avoir donc finalement une pénurie mondiale de plus de 85 millions de développeurs d'ici 2030 dans le monde. Une autre étude de Forrester permet, et là c'est 84% des entreprises ont fait le choix d'utiliser des plateformes low-code, c'est pour sa capacité à réduire la pression des services informatiques et la mise sur le marché. Vous l'avez vu, on doit livrer de plus en plus rapidement dans des délais très courts et ça facilite justement ce point qui est très crucial pour les sociétés. La mise sur le marché accélérée. Des chiffres clés intéressants et importants que j'ai notés aussi, c'est sur la productivité des technologies no-code et low-code. Qu'est-ce qui vont permettre d'apporter ces technologies low-code et no-code aux sociétés? On voit là que, par exemple, et c'est celui que je vais indiquer le plus c'est détaillé, selon un rapport de Red Hat, donc là, qui est un éditeur aussi, qui a réalisé un rapport sur cette étude no-code, low-code en 2018, l'utilisation des solutions no-code, low-code permettrait de réduire le temps de développement d'une application jusqu'à 90% par rapport à une application classique. Donc j'en parle de cette productivité et j'ai fait le focus sur ce chiffre parce que quand on fait de l'automatisation des tests, on le fait pour avoir un retour sur investissement et c'est un axe vraiment important. On ne va pas automatiser pour automatiser les tests, il faut que derrière on s'y retrouve d'un point de vue économique. Et justement, parler des contraintes liées à l'automatisation des tests et aux solutions, réaliser et réussir un projet d'automatisation, ça passe par la prise en compte de 2 axes principaux. Dès le début, définir une bonne méthodologie d'automatisation des tests. Comment? En appuyant sur un bon framework, un cadre de travail qui va nous permettre de définir les règles de développement, donc les policies comme on dit en anglais, et la maintenance des scripts. Ça va optimiser finalement les règles de développement et l'optimisation de leur maintenance. Mais il faut aussi
qu'au niveau des exécutions, on ait des rapports détaillés qui vont nous permettre, et vous le verrez en détail tout à l'heure, d'identifier si c'est une anomalie de l'application à l'issue de l'exécution de nos tests ou si c'est de la maintenance à réaliser sur nos scripts. Mais en parallèle, et vous avez pu le voir, il faut prendre en compte aussi l'accélération de l'adoption des cycles de développement qui pousse vraiment dans nos projets à avoir plus de fréquences d'exécution dans des délais de plus en plus courts. Pour réussir l'automatisation, pareil, les contraintes de l'automatisation, j'en ai parlé tout à l'heure. Pas faire de l'automatisation pour de l'automatisation. Il faut qu'économiquement, on arrive à un résultat positif et qu'il y ait un retour sur investissement. Les premières questions qu'on va se poser dès le début, c'est d'ordre technique. Est-ce qu'on a un outillage adapté pour réaliser notre automatisation des tests? Et puis d'ordre des candidats et des périmètres d'automatisation. Bien choisir les candidats, les tests qui vont nous apporter le plus de retour sur investissement. Comment? Dès le début, on fait une petite analyse de notre périmètre et puis on se pose la question, est-ce que cette fonction va être stable ou est-ce qu'elle va évoluer à travers différentes versions à venir? Est-ce que c'est vraiment un TNR, donc un test qui critique, qu'on veut rejouer systématiquement pour s'assurer qu'il n'y a pas de régression? Et puis, est-ce que ça prend du temps à le faire manuellement? Donc il faut mesurer aussi la charge d'exécution de ces différents candidats. Et avec ces réponses, on construit les bons candidats à automatiser qu'on va inscrire dans une chaîne de développement et on choisit l'outil le plus adapté qui couvre tout notre écosystème technique de notre application. Comment on fait ça? Généralement, et puis vous avez dû sûrement le voir, dans tous les projets d'automatisation, on fait une étude de faisabilité d'automatisation. Cette étude de faisabilité d'automatisation, elle va nous permettre justement d'identifier le bon outil, le plus adapté, et puis surtout commencer à configurer, définir le cadre de travail, le fameux framework d'automatisation optimisé. Ça passe par des étapes, comme vous le voyez à l'écran. On réalise d'abord la stratégie qui va nous permettre d'identifier le bon outil. On peut prendre 2, 3 outils, un échantillon de 4, 5 scénarios qui va nous permettre de valider le bon outil. Et puis, ensuite, on définit le framework. On généralise ça à travers 10 scénarios. Et puis derrière, de façon itérative, en fonction des candidats et des bons périmètres automatisés, on généralise notre automatisation. Pour choisir les bons outils, là je vous montre et je vous illustre un exemple concret pour un client qu'on a accompagné, de comparatif d'outils commerciaux et open source. On peut voir par exemple que pour l'automatisation, et notamment si on a une équipe qui n'est pas technique, pas de compétences trop techniques, on va vérifier que l'outil est facile en termes d'utilisation. On va vérifier qu'il couvre bien notre périmètre, support des technologies. On va vérifier sur l'enregistrement et le rejeu que tout se passe bien, qu'on n'a pas de maintenance ou de rescript à faire en termes de rejeu parfois, parce que peut-être les XPath, les objets sont mal reconnus. On va regarder aussi qu'en termes d'apport, cet outil va nous permettre d'optimiser la maintenance de nos scripts. On va aussi regarder si cet outil s'intègre, excusez-moi, à la chaîne d'intégration continue ou à un référentiel de test. Et puis enfin, pour le reporting, j'en ai parlé tout à l'heure, on va voir si on a des capacités à détailler beaucoup plus les reporting pour isoler lorsque c'est une vraie anomalie de l'application ou si c'est les scripts qui sont à maintenir. Donc on réalise très souvent, nous, des benchmarks dès qu'on voit apparaître un nouvel outil pour analyser ces points qui sont très importants, vous l'avez compris, pour définir un bon framework d'automatisation. Donc définir un bon framework d'automatisation, en fonction de l'outil,
ça va être avoir la capacité d'avoir des compétences, notamment au début, sur le langage de programmation. En fonction de l'outil, ça peut être du Java, ça peut être du C, ça peut être du Ruby, du Python, ça peut être autant de langages de développement que l'outil peut supporter. Ensuite, dans la conception, on va avoir une définition de cette conception en fonction de l'outil. Par exemple, j'ai illustré là avec Selenium, on va avoir la construction du composant Selenium Core et la construction du composant Selenium Test. On va devoir s'interroger sur comment je gère mes données de tests qu'il y a dans mes 4 tests, pour les externaliser et ne pas les mettre dans les scripts en dur. On va aussi, et j'en ai parlé tout à l'heure, avoir une vision sur la bonne gestion du reporting. Un mécanisme de reporting efficace qui va nous permettre, à un moment donné, de savoir si c'est une anomalie de notre application ou si c'est nos scripts qui ne vont pas. On va, et j'en ai parlé tout à l'heure, on va vérifier aussi, parfois, dans l'agilité, comme on le voit, on a besoin d'utiliser des chaînes d'intégration continue, comme Jenkins, Bamboo, et on va voir que ça s'intègre, et qu'on va pouvoir, notre gestionnaire d'exécution de tests automatisés sera cette intégration continue, ce serveur d'intégration continue. Et puis on va l'intégrer, le framework, avec potentiellement d'autres outils. Ça peut être des référentiels de tests, comme ALM, Octane, Auto-IT, TestRise, Jira ou d'autres. Voici un exemple illustré. Donc, dès le début, notre phase étude de faisabilité va nous permettre de construire ce que vous voyez à l'écran. Là, c'est un exemple avec Selenium, un framework. Donc, dès le début, on va avoir la partie config file, où là, c'est des fichiers qu'on va devoir gérer et isoler, externaliser. La partie page object, c'est pour les objets qui vont être reconnus par l'automate. La partie utility library, c'est des utilitaires qu'on va développer pour optimiser la maintenance. Et puis, on a du spécifique par rapport à l'application. Donc, l'application specific library. Ensuite, on va avoir la notion d'exécution, donc le run script. Et là, on va gérer nos data et nos scripts séparément. Et j'en ai parlé tout à l'heure. En général, c'est sous Excel ou sous un tableur. Et tout ça va nous permettre d'avoir finalement des liens avec le serveur d'intégration continue ou les outils, comme on le voit à droite, de test management. Et puis, on va s'interroger aussi à pouvoir exécuter nos scripts, comme on le voit en bas, pour faire de l'exécution parallèle sur différents explorateurs, voire sur les tests mobiles, sur différents devices, avec différentes applications. Et j'en ai parlé tout à l'heure, si on ne fait pas ça, si on ne fait pas d'études de faisabilité en amont pour répondre à toutes ces problématiques et ces challenges, le risque, vous le voyez à l'écran, les tests de non-régression, ça devient des poupées russes. Donc plus on va avancer, plus les délais sont courts et on va avoir beaucoup de tests de non-régression exécutés dans un schéma agile avec des délais de plus en plus courts. Donc il faut savoir choisir les bons candidats, mais il faut optimiser aussi la maintenance des scripts pour ne pas se retrouver avec un nombre incalculable de TNR à exécuter. Et les délais sont très courts. On veut un résultat rapide à l'issue de chaque sprint. Est-ce qu'on a des bugs, des nouveaux bugs par rapport aux fonctionnalités qui fonctionnaient précédemment avant de tester, avec des tests explorateurs et autres, les nouveaux tests? Je suis arrivé au bout. Je vais laisser la main à Olivier pour vous illustrer un petit peu comment on gère tous ces points et ces contraintes liées à l'automatisation avec notamment la solution UFT. À toi, Olivier. Merci beaucoup Aderzak. Pour des soucis de fluidité, je vais juste couper ma caméra. Donc, très rapidement, juste un petit rappel, Micro Focus est un éditeur. Les 2 points qui sont pour moi ultra intéressants, c'est que 40 de nos collaborateurs sont dédiés à la R&D, ce qui est assez important. Ce qui nous permet de sortir sur les produits entre, 2 releases par an à une release, tous les trimestres, voire, même un peu moins.
Et on travaille avec, des partenaires et notamment avec, Quest IT, Abderrazak, avec qui on est, heu, proche en termes de travail, d'échange, et cetera. Micro Focus éditeur, beaucoup de produits. Moi, ceux qui m'intéressent plus particulièrement, c'est tout ce qui concerne la qualité logicielle et pour, notre webinar, on va, se focaliser sur la partie automatisation, des tests. On a 4 outils, un petit peu différents autour de l'automatisation. Nous, notre focus, ça va être, UFT One, aujourd'hui, donc l'outil classique, d'automatisation des tests, GUI, sachant que les autres sont quand même assez intéressants. Si vous les connaissez pas, je vous propose de nous contacter, dans le chat ou après pour, qu'on vous fasse un peu des démos. Il y a des choses très intéressantes autour de ces différents outils. Quelques chiffres aussi pour consolider, le discours d'Abderrazak et l'échange avec Abderrazak. Il y a quelque chose qui, nous étonne sur un survey qu'on avait fait en 2022. On voit qu'un peu plus de 56 des projets ont une fréquence de livraison inférieure au mois, ce qui est quand même, assez remarquable, alors qu'il y a que 35 de ces projets qui, travaillent avec de l'automatisation. Donc déjà en termes de qualité, il y a quelque chose qui va pas, parce qu'ils peuvent pas avoir un rythme aussi important en faisant, du manuel, c'est pas possible. Cette pyramide que normalement la théorie voudrait qu'elle soit à l'envers, représente, l'effort de test, classique qu'on a, sur une activité de test. Très souvent, on voit, la partie automatisation qui est focalisée sur la partie régression, test de non-régression. Là aussi, on a certaines fonctionnalités qui, nous permettent, de casser ce point, classique et d'essayer de remonter un peu plus en amont, notamment avec la partie IA. Et un dernier point, l'automatisation très importante, ça reste un focus, puisque dans une, statistique, de fin 2021, été 2021, ça montrait que l'automatisation était juste derrière la sécurité et déjà en 21, on sait que la sécurité était très prenante. Il y avait des événements toutes les semaines qui arrivaient, mais pour autant l'automatisation des tests, était juste derrière. Si je regarde, UFT One, donc ici on a, j'ai pris une copie d'écran du UFT One. On parle de no code, low code, on a une possibilité de fonctionner avec des systèmes de mots-clés. Donc là, typiquement, j'ai un test avec des mots-clés où on voit bien quel objet on manipule, quelle action on fait et éventuellement de la documentation, qu'on peut, réutiliser. UFT One vient avec un framework déjà embarqué puisqu'on a ces notions de mots-clés. On a aussi, ce qu'on appelle l'object repository qui va être le dictionnaire de tous les objets qui sont manipulés ou manipulables qu'on va enregistrer. Ça veut dire que si demain il y a un objet qui change, quand je dis objet qui change, le bouton de login, change de libellé, change de position et cetera, potentiellement, enfin pas forcément sur la position, mais en tout cas sur les autres propriétés, potentiellement, j'ai pas à toucher à mon code, j'ai juste à mettre à jour mon objet pour que automatiquement, sans rien changer dans mon code, mon script automatisé puisse, continuer, de fonctionner. Dans le même état d'esprit, on a les datas qui sont, dans des feuilles Excel, qui peuvent être global au test ou par action, qui sont externalisables, tout comme l'object repository, j'ai oublié de le dire, qui peut, être partagé entre différents scripts. La feuille de données peut être aussi partagée entre différents scripts, ce qui va permettre à n'importe qui de modifier les données sans toucher au code. Évidemment, il faut que les données, respectent des contraintes fonctionnelles, mais ça permet de faire de la maintenance très facilement, de tests sans, toucher au code. On est vraiment dans une approche, low code, no code. Dans le même état d'esprit, on va avoir aussi la possibilité de sauvegarder les screenshots. Les screenshots lors des actions au moment où on crée le test, ce qui peut nous permettre d'être plus explicite, de comprendre mieux finalement quel objet on manipule,
à quel moment et éventuellement ce qu'on va faire dessus. Toujours dans la notion de framework, une phase qui est très importante, c'est finalement ce travail de création, d'optimisation du framework, d'optimisation de euh, tous nos cas de test. L'idée, elle est de coder le moins possible. Donc, généralement, des automaticiens, ceux qui ont un peu l'habitude de ça, vont travailler pour être capables de faire des briques fonctionnelles qui seront réemployables. Ce qui nous permet d'avoir un script avec cet enchaînement de je me connecte, je recharge un produit, j'ajoute dans mon panier, je l'achète et je me déconnecte. Mais finalement, on peut très bien faire, je me connecte, je vais directement sur mes produits, j'en ajoute 5, mais je les achète pas et je me déconnecte. Et en fait, là, il y aura rien à coder. Il y a juste à assembler les briques fonctionnelles qui existent déjà, qui sont automatisées, pour être capable d'avoir d'autres types de scénarios. On a des fonctionnalités de MBT qui vont arriver, de model based testing, qui vont arriver, d'ici 2-3 mois, qui permettront d'optimiser avec même, les chemins. Et si demain je change, mon process de login et de log off, bah, finalement j'ai que cette brique-là à changer. Le reste de mon scénario reste cohérent. Donc c'est très important de travailler sur, la notion de framework, même s'il n'y a pas de code derrière, même si, il y a besoin parfois d'un petit peu de glue, on est obligé de passer cette, étape-là pour avoir quelque chose vraiment de durable dans le temps et de robuste. On parlait de robustesse, si je décris ici un workflow qui n'est pas que théorique, que, moi dans ma vie précédente, puisque j'ai travaillé, pendant un peu plus de 20 ans pour des intégrateurs, sur des projets d'automatisation. C'est le genre de process que je mettais, en place. Donc si on a 2 profils, quelqu'un de, vraiment métier, qui n'y connaît rien à l'automatisation et très peu, voire rien du tout au code, on va pouvoir l'impliquer pour créer, finalement nos tests. C'est le métier qui connaît le mieux les applications, qui connaît le mieux les données. Avec des systèmes de record and play, il va pouvoir nous permettre de créer le squelette du test automatisé, voire du scénario, avec tout ce qui va bien de façon très facile. C'est vraiment juste, je lance l'application, je vous montrerai tout à l'heure, je lance l'application, j'enregistre et tout se met dans, UFT directement. Derrière, il y a ce dont je vous parlais il y a quelques minutes, cette notion de stabilisation, d'industrialisation de, notre référentiel de test automatisé, qui est indispensable, quels que soient, les outils, même si c'est du pur no code. À mon sens, il faut passer par cette étape-là parce que l'idée, elle n'est pas de créer des tests qu'on va détruire, et s'il y a un changement, on en recrée un nouveau. Ça n'a aucun intérêt. Surtout pour la non-régression et éventuellement sur des tests dits d'évolution, on peut travailler un petit peu comme ça. Je vous montrerai comment avec, la partie IA. Mais dans la généralité, il faut absolument, faire un travail d'optimisation du référentiel de test en passant par l'alimentation du framework qui a été bâti, pour continuer à l'optimiser et l'améliorer. Donc ça, c'est quelqu'un qui s'y connaît en automatisation. Ça ne veut pas dire, des grosses connaissances en développement, c'est juste plutôt une expérience dans l'automatisation qui va permettre d'optimiser tout ça. Ce que typiquement, si on veut, hem, acheter plusieurs produits, il faudra quand même que j'inclue des phases de retour à un cycle initial pour être capable de faire des choses de façon itérative. Une fois que ça c'est automatisé, bah, le métier, il a juste à valider, que l'automatisation a bien été optimisée, et que ça fonctionne bien et après on peut passer dans un process plus opérationnel run on demand où le métier va contextualiser. Ça veut dire sans faire de code, sans toucher au script, juste mettre les bonnes données, utiliser les bons scénarios, mettre les bonnes briques dans le bon ordre selon ce qu'on a besoin de faire et ensuite, avec des process de shift left, de continuous testing ou de on demand, il pourra déclencher l'automatisation sans pénaliser, enfin pénaliser, c'est pas le bon terme, mais sans demander, un effort à la partie technique. Il aura juste à faire du clic-bouton pour lancer une exécution et ensuite analyser le rapport et en conséquence, soit continuer à tourner
comme ça sur cette boucle-là, opérationnelle, de run en prod ou de faire des mises à jour, si jamais il y a besoin en fonction des résultats et des changements de l'application. Pour vous montrer un petit peu ce que ça veut dire, là je suis sur une appli, vous voyez que j'ai un produit, dans mon panier, mais je vais faire un record and play. Là, je suis sur UFT, j'ai déjà quelque chose, mais à la limite, je vais l'effacer. On va voir si l'effet démo me fait mentir. Donc, je vais enregistrer tout simplement des actions sur mon application. Je vais décider d'acheter une tablette. Je vais prendre celle-là et je vais l'ajouter dans mon panier. Là, on voit bien que j'ai 2 produits dans mon panier, je vois que j'ai enregistré 3 actions. Si j'arrête mon enregistrement, voilà, tout ce qu'il m'a mis en termes d'actions. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Si maintenant, je vais juste fermer ici pour que ça soit plus clean. Si je demande une exécution, il va me faire mon exécution. J'avais 2 paniers dans le produit et là, je vois que j'en ai 3 et donc j'ai mon rapport d'exécution, mais on y reviendra, un petit peu après, tout à l'heure. Donc voilà à quoi ressemble un record and play. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Une notion qui est super intéressante, qui est arrivée, avec, UFT 15, donc il y a à peu près 3 versions, c'est la notion, de IA et de mock-up. L'idée derrière tout ça, c'est que je vais être capable de créer un cas de test uniquement à partir d'images, de copies d'écran de l'application, ce qui va me permettre, de venir bien plus en amont sur mon application. Vous voyez là, j'ai différentes images. L'IA reconnaît, les objets, soit les objets images, soit les objets texte et juste par, un glisser-déposer, je vais dire ce que je veux faire et ça donc je suis capable d'enregistrer, mon code avec un simple prototype, avec, des simples copies d'écran et après je serai capable d'exécuter ce code-là directement sur l'application. Donc ce qui me permet d'aller vraiment ultra vite, dans la création des cas tests avant même d'avoir l'application, de ne pas être obligé d'attendre la régression. Évidemment, ça, je peux le compléter, ce test-là, je peux le compléter avec, l'IA, classique quand, je suis en cours enfin, quand j'ai vraiment mon application, réelle. Je vais être capable de créer des objets. Il y a tout un test, comme je vois que le temps défile un peu et que je voudrais vous laisser la possibilité que vous posiez des questions. On a la possibilité d'enregistrer des objets, soit par image, soit par texte, voire même de positionner des objets par rapport à d'autres, parce que parfois l'objet n'est pas unique. Donc je peux lui dire, «Trouve-moi l'objet qui est au-dessus du bouton et qui correspond à ces propriétés, là». J'ai même la possibilité, si jamais un objet n'existe pas, de l'envoyer à la R&D. Si jamais il n'est pas reconnu par l'IA, de l'envoyer à la R&D, pour être capable, d'améliorer cette, partie, IA. Une autre problématique qu'on a, souvent, c'est on a plein d'environnements, d'exécution. Sur mon appli, enfin, je peux avoir une appli web qui est aussi utilisée dans mon appli mobile. Ça voudrait dire que potentiellement, je vais devoir faire des tests spéciaux pour Android, des tests spéciaux pour iOS et des tests spéciaux pour, tout ce qui est partie web. Là, l'idée avec UFT-1, la partie IA et le mix des technologies, c'est avec le même test pardon, je vais être capable, d'exécuter mon test, quel que soit l'environnement. Donc je suis capable de faire du test multi-environnement et également de paramétrer mes données. Là, je fais une petite pause juste pour vous montrer que finalement, ce test-là, le même code va être exécuté sur du Chrome, en plus avec une application en français et j'ai juste à lui donner, par exemple, si je veux vérifier les labels, de la langue, à lui donner les valeurs, des labels
avec mes données classiques. Et ensuite, je peux passer sur, là, c'est un autre navigateur. Je pourrais aussi passer sur du mobile, etc. Donc, quand je lance l'exécution, donc là, je pars sur du Chrome, je fais mon test. Et dans la foulée, j'enquille sur du mobile. Donc là, on est avec UFT Mobile, mais je vais être capable de me connecter et de faire la même opération sur mes tests mobiles et comme ça d'enchaîner les exécutions sur les différents environnements. Et là, je vais passer après sous Firefox. Donc voilà l'intérêt avec l'IA, avec UFT One, avec un bon framework, sans toucher au code, on va être capable de traiter le test sur différents environnements et ce qui est quand même très pratique en solution de maintenance et cetera. Pour vous montrer un peu ce que peut donner, du reporting, si je reviens sur du reporting que j'ai déjà, géré. Ah, il faut que je trouve le bon. Donc là, j'ai un reporting où j'ai eu des erreurs. Donc UFT va afficher immédiatement, les erreurs, mais je peux voir tout le flow et l'intérêt de faire un environnement, et du report qui est un peu riche, c'est que de savoir ce qui a été fait, à chaque fois, j'ai l'image et en highlight, il y a l'objet sur lequel je suis en train de travailler, enfin, qui a été touché, par mon action. Donc je vois que là, tout est bon, que l'erreur, elle est pas au niveau de la sélection, d'un produit, elle est plus sur le checkout. J'ai un problème sur mon checkout et j'ai un problème sur l'objet clause qu'il n'arrive pas, à retrouver. Et du coup, si jamais je reviens là et que je vais sélectionner un reporting que j'ai, amélioré, bah, là, je vois que j'ai résolu tous les problèmes, en ajoutant de la robustesse si besoin dans mon code. Une petite astuce, la durée du test, elle peut être aussi intéressante, dans, les statistiques, de savoir si on a des régressions potentielles de performance avec, les durées de test, classiques. Ça, c'est des choses en termes de report qu'on peut améliorer, avec des outils de gestion de référentiel. Voilà pour ma part. Je redonne la main à Zach, pardon. Est-ce que vous avez Alors, il y a effectivement quelques questions. Si vous êtes prêts, je vais regarder les différentes questions. Abderrazak, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, c'est bon. OK. Alors, on a une question d'Anan. Comment vérifions-nous les asserts? Si vous les appelez bien comme ça. qu'est-ce qu'on entend par assert? Tout ce qui est conditions de prérequis et cetera? Assertion. Les assertions. Donc c'est tout ce qui va être, prérequis ou c'est la vérification des éléments qu'on veut, tester? C'est des checkpoints, hein, C'est les c'est checkpoints? vraiment un checkpoint, ouais, tout Beh, simplement. là en fait, on a les fonctionnalités classiques, du FT, où on va sur l'application être capable, même quand je fais, un record, d'ajouter des fonctionnalités de checkpoint. Donc ça peut être des checkpoints, Tu peux donner un exemple d'assertion? Je parle à la personne qui a posé la question. Anan, hein? C'est Anan, c'est ça? Anan, oui. Ouais. Un exemple, hein, ça va être peut-être, un exemple, vu, applicatif.
métier, qu'est-ce qu'on veut vérifier? Donc c'est ça est-ce que tu peux donner un exemple d'assertion d'un point de vue applicatif? Ça peut être peut-être, Mais ça peut être, que l'objet existe, ça peut être, des voilà, valeurs, est-ce que pas mon prix insérer était le en bon? data table. Je Exactement. peux donc ça, c'est vraiment des checkpoints classiques sur l'application. Je peux même aller voir directement en base de données. Parce que, Ouais, c'est ce pour admettons, ça que je faisais la imaginons que remarque. j'ai, introduit, mon, panier, enfin mon produit dans le panier. Ça peut être intéressant d'aller voir dans la base de données que toutes les informations ont bien été enregistrées dans la base de données. Pas uniquement l'affichage de «j'ai pris tel produit, telle quantité», mais également, pourquoi pas, des éléments qui sont plus liés, au compte client sur la partie, panier, qui vont pas être forcément affichés directement dans le panier. Je peux, faire des checkpoints sur des sources, externes, des images, des propriétés d'objets, des couleurs, des positions, des libellés, des ID techniques. Je peux vraiment, faire énormément de choses, puisque derrière, comme j'ai, les objets, je vais être capable de travailler sur les propriétés, voire d'en ajouter si certaines, m'intéressent plus que d'autres. Ça répond à la question? Alors, Anan? Donc pour compléter, hein, pour faire simple, UFT, a une batterie de contrôles, que l'on peut faire, de checkpoint, hein, ce que l'on appelle checkpoint, de check, qui va permettre de vérifier ce que l'on souhaite, que ce soit le montant, que ce soit, ce que vous devez tester, vérifier d'un point de vue, c'est pour ça que je parlais de donner des exemples d'assertion, métier. Par exemple, on veut vérifier que quand on a validé, l'achat, qu'il y ait une commande qui est, en base de données insérée et on a le numéro de la commande, mais on a aussi la commande qui a été créée en data table. Donc tout ça, on va pouvoir le vérifier en database avec toute la panoplie de contrôles qu'offre UFT en natif. Il y a une question, hein, Oui, qui je vas-y, vas-y. poursu je poursuis et Anan, n'hésitez pas, à, si vous souhaitez avoir plus d'infos, à le placer sur le chat. Donc j'ai une question de François, concernant, la partie IA. Donc je cite: «J'imagine que pour l'IA reconnaissance des composants front, il faut que le mock-up ait une structure particulière». Alors, en fait, la notion de mock-up, c'est juste une image. Donc il faut que Imagine. l'image ressemble ou contienne les éléments, de l'application future. C'est tout. Après l'IA qui s'améliore, d'ailleurs on a décorrélé, la mise à jour de UFT avec les mises à jour de l'IA, heu, pour permettre d'améliorer, de façon plus récurrente, et facilement, la partie IA. L'IA, lui, va reconnaître à la fois, les objets, si c'est, une boîte dans laquelle on va insérer du texte genre, login, password et cetera. Si c'est une image, si c'est un bouton, et si c'est du texte. C'est l'IA qui va gérer ça. Il faut juste que ça ressemble, le plus fidèlement possible à l'application. Ah, Parce que on c'est n'a aussi le pas but du test. voilà, on n'a pas précisé, hein, aussi, en amont, mais, UFT, c'est un outil d'automatisation qui n'est pas que pour le web. Donc ça, c'est Non. une précision que j'apporte, celle importante. Vous avez des solutions ERP, vous avez, des solutions client-serveur et cetera et cetera. Bah, UFT fonctionne de la même manière pour tout et couvre, d'un point de vue technologique et écosystème technique, beaucoup plus de technologies qu'un Selenium ou un Cypress, avec en plus du Catalan. J'ai vu passer une question sur Catalan. Oui, justement, est-ce un concurrent direct de Catalan? Ah bah, je réponds que pas que Catalan. Et puis D'accord. Et en fait, là, je suis en vue mots-clés puisque c'est quand même, le concept, mais UFT One et UFT Developer sont 2 outils qui sont, très proches. D'ailleurs, quand vous avez une licence UFT One, vous avez accès à UFT Developer. On parlait de Catalan, de Selenium et cetera. UFT Developer va être plus puissant que Selenium puisqu'en fait, on va être capable, d'intégrer UFT Developer dans l'IDE d'un développeur ou d'un testeur qui passe par l'IDE.
d'être capable de gérer l'automatisation des tests, en C#, en Java, donc vraiment de coder son script en C#, en Java, en JavaScript. Donc comme pourrait le faire Selenium, sauf qu'on a toute la puissance derrière du FT, c'est-à-dire que j'ai accès à mon object repository, j'ai accès à ma feuille, de données, donc les composants de framework, ce qui fait que dans Selenium, quand il y a un objet qui, est modifié, on va être obligé de travailler sur les XPath. Avec, UFT Developer, finalement, je vais être capable, de juste changer la propriété de l'objet, voire de ne rien changer du tout parce que l'object repository, les propriétés qui sont enregistrées lui suffisent et d'être capable d'exécuter, le test. On avait également une question, on a une réponse tout de suite après. Donc est-ce Mmh. qu'UFT s'intègre avec Azure DevOps? Et donc j'ai une réponse de Quentin qui dit qu'Azure DevOps, donc je pense que ça s'intègre avec Azure DevOps Board et notamment son module de test. OK. Je poursuis, une question de Jérôme, au niveau iOS ou Android pardon, comment émule-t-on les devices? En fait, là, l'exécution que je vous ai montrée pour aller, sur, du mobile, c'est pas de l'émulation. C'est on a juste plugué l'outil, notre ou de solution qui s'appelle UFT Mobile, qui permet d'accéder à des devices. On l'a plugué à notre outil de test d'automatisation. Donc c'est un test sur un device, réel. C'est pas de l'émulation. La problématique de l'émulation, c'est que bien souvent, elle ne donne pas, satisfaction, pleinement satisfaction parce qu'il y a toujours des écarts avec, l'exécution réelle. Même l'émulation d'Apple, qui pourtant Apple maîtrise, tout, puisqu'elle est propriétaire de son OS, de ses solutions et cetera. Même ça, même côté émulation, Apple, on n'a pas tout, en termes de résultats, identiques. Donc UFT peut se plugger à des outils de solutions, de partage ou d'utilisation de mobile et à ce moment-là, on va être, capable de gérer comme ça. Est-ce que UFT permet d'effectuer des tests end-to-end? Insertion de data dans une base MongoDB, scénario IHM et cetera? Oui, puisque ça, respecte, on est capable avec UFT d'utiliser énormément de technologies. Donc là, il suffit juste de voir la matrice, de compatibilité technique. Je ne sais plus si MongoDB, peut le faire, mais après c'est juste une insertion, SQL et s'il y a un driver, au pire, on peut le faire, via une exécution de requête SQL. Mais c'est justement l'intérêt, c'est, avec UFT-One, on va être capable de à la fois faire du test, GUI, mais aussi du test API. Donc je peux, lancer mon interface, GUI, faire un achat sur mon site web, continuer avec un autre cas test fait avec UFT-One, mais dans le même scénario, aller vérifier dans ma base de données que tout va bien. Je peux lancer des API pour, vérifier des actions. Je peux derrière, je sais pas, imprimer une facture, PDF, et vérifier mon résultat sur ma facture, PDF. Donc je suis vraiment capable de faire du bout en bout. Je vais juste reprendre la question, de la première question de Jérôme, parce que là, c'est une addition en fait, le commentaire du dénommé Quentin. Donc on veut bien une réponse aussi de votre part. Est-ce que UFT s'intègre avec Azure DevOps, et son module de test? Alors, il faut que je vérifie ça. Ce que je peux d'ores et déjà faire, c'est vous partager dans le chat le lien de la documentation en ligne qui est assez accessible à tout le monde. Là, vous avez accès à la documentation de tous nos produits. Mais je Si réponds, hein, je réponds, hein, ça s'intègre bien avec, Azure DevOps. Parce bah, voilà. on me l'a déjà demandé, un client me l'a déjà demandé. Donc j'ai vérifié. Mais mets le lien quand même pour tout le monde. Ouais, Comme ça j'ai ils mis auront le lien la pour documentation, enfin le lien pour avoir accès à la documentation en ligne de tous nos produits. Après, il suffit juste de cliquer sur FT1, et dans la partie Get Started, si je vous mmh. partage vite fait mon écran. Ici, donc c'est le lien que je vous ai partagé. Vous avez accès à tous les produits, Il suffit de même cliquer sur FT1. d'autres.
Si je clique sur UFT One, ça m'ouvre un nouvel onglet et ici, je peux choisir la version et ici aller directement dans le support Matrix et je peux aller voir la compatibilité Des différents OS. des solutions, ce qu'il y a en prérequis, et cetera, et cetera. Mais tu peux taper Azure DevOps aussi sur la mire de recherche et tu as la réponse, je pense, c'est ce que j'avais fait moi. Il y a une autre question, je crois. Oui, je vais poursuivre. On va répondre aux dernières questions sur le chat et après, dans tous les cas, je vous transmettrai les coordonnées d'Olivier et Abderrazak pour que vous puissiez poser vos questions directement et ils y répondront par email. Donc, je vais poser la question de Charles-Édouard. Peut-on faire des vérifications de performance ou de réponse API au cours d'un scénario créé via le recorder que vous avez montré? Merci pour votre présentation. Alors, performance, ça va être un bien grand terme, c'est très large. Pour info, vous avez LoadRunner Developer, qui est gratuit d'accès jusqu'à 50 VU, virtual user. Donc c'est dans le même genre que, UFT Developer. LoadRunner Developer va se plugger sur un IDE et vous allez pouvoir, automatiser des scripts, en allant jusqu'à, 50 virtual users. Après, si derrière performance, vous mettez juste du temps d'exécution, le report traque le temps d'exécution de chaque étape. Donc à ce moment-là, on peut très bien faire des comparatifs, de temps de réponse selon des exécutions, peut-être via des environnements et cetera. Mais vous n'allez pas pouvoir faire du test de charge ou du reporting, de l'analyse de test de charge en tant que tel avec, de l'UFT. D'accord. Je poursuis, merci. Et je vais terminer avec la question de Jérémy, parce que je vois que Abderrazak, tu as répondu à la question de Nicolas. Est-ce Ouais. qu'UFT peut fonctionner avec BrowserStack? Alors il faudrait voir s'il y a un module, s'il y a un plugin côté BrowserStack, pour être capable, d'attaquer cette partie-là. De mémoire, chez nous, il y a rien de natif, via Microfocus, mais je peux prendre le point pour vérifier. OK. Merci beaucoup. Alors justement pour pas prendre, encore plus de votre temps, en tous les cas, le webinaire se termine. On vous remercie, pour toutes vos questions et comme je l'ai indiqué juste avant, je vous enverrai donc les coordonnées, donc le lien déjà vers le replay lorsqu'il sera mis en ligne et les coordonnées d'Olivier, et d'Abderrazak pour que vous puissiez poser vos questions, et bien sûr, ils y répondront, avec plaisir. Merci beaucoup pour votre participation et n'hésitez pas à rester connectés pour, prendre part au prochain webinar. Bonne Merci journée à beaucoup. tous. Au revoir. Au revoir.